Bonjour à tous. Alors, est-ce que l'immobilier c'est foutu? Est-ce que les taux ne baisseront jamais? Est-ce que les impayés guettent à chaque coin de rue? Alors aujourd'hui, dans Passion Immo, je reçois Lior Pardo. Qui est Lior Pardo? C'est le cofondateur d'Investir dans l'ancien.fr et surtout, il a accompagné plus de 600 projets d'investissement immobilier à travers la France. Alors ensemble, on va dézinguer certaines idées reçues notamment sur le marché en 2026. Est-ce que le LMNP, il est vraiment mort, comme certains le disent? Est-ce qu'il faut fuir les passoires énergétiques? Comment trouver un bien qui s'autofinance encore aujourd'hui? Pas mal de questions. Et avec Lior, nous allons avoir une discussion sans langue de bois, avec des chiffres, du concret et des conseils directement actionnables. C'est surtout ça qui va être intéressant dans cet épisode. Et évidemment, comme d'habitude, sans vendre de rêve. Bref, Passion Immo, c'est parti. Bonjour Lior. Bonjour Eric. Bien. Alors ravi de t'avoir sur Passion Immo. On a un programme d'analyse en quelque sorte parce on va s'arrêter quelques instants pour voir où en est le marché de l'immobilier aujourd'hui. Et puis on peut dire que tu as une expérience riche, voire très riche dans ce domaine. Alors pour commencer, peut-être que ce serait bien que tu te présentes et que tu présentes ton activité à nos auditeurs, pour ceux en tout cas qui ne te connaîtraient pas. Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Lior Pardo, cofondateur de la société Investir dans l'ancien.fr. Donc j'ai cofondé cette société avec mon frère jumeau il y a maintenant pratiquement 8 ans. On propose des projets clés en main pour les particuliers qui souhaitent investir dans l'immobilier en 4 étapes: recherche du bien, travaux, ameublement, location, gestion. Pour mon profil, donc moi je suis investisseur depuis plus de 10 ans et j'ai travaillé dans l'immobilier avant de créer ma société en tant que property manager, asset manager, agent immobilier. Et après, j'ai cofondé cette PropTech avec mon frère. L'objectif, c'était de proposer des projets d'investissement locatif clés en main à des particuliers qui souhaitent investir dans l'immobilier un peu partout en France, sur toute typologie d'investissement. Donc, quand je parle de toute typologie d'investissement, ça peut être un appartement simple, une colocation, un appartement Airbnb, un immeuble de rapport, un immeuble mixte, un local commercial, un entrepôt. Nous, voilà, on a une expertise assez forte sur le sourcing des biens, transformation des actifs pour créer de la valeur sur le bien. Voilà, c'est ça notre expertise en tant qu'investisseur dans l'immobilier. Bon, alors j'ai compris effectivement quelle est ton activité. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut indiquer parce que je trouve ça important, c'est que vous avez accompagné plus de 600 investisseurs quand même au fil des années. C'est ça, je me trompe pas sur le nombre d'investisseurs que vous avez accompagnés. Tout à fait. On a démarré d'abord seul, voilà, avec mon frère, avec notre réseau, parce qu'on avait déjà travaillé dans différentes entreprises. Et après, on a une bouche à oreille, le marketing, on a eu des recommandations. Et aujourd'hui, on a fait plus de 600 projets un peu partout en France sur différents types de classes d'actifs. Et on s'adapte en fonction des besoins de nos clients. Donc, ça peut être des petits investissements à 100 000 euros clés en main, comme des plus gros projets à plus de 2 millions. Donc, c'est ça aussi notre force. On s'adapte en fonction de chaque projet. Et quand je parle du projet clé en main, j'intègre des travaux à l'intérieur. Donc, parfois, la somme des travaux est très élevée, parfois plus faible. Très bien. Alors, justement, on va s'appuyer sur cette connaissance absolument incroyable de plusieurs centaines de projets. En 2026, en tout cas, je dirais qu'à partir de 2026, on entend beaucoup de choses. Bon, parfois il y a un peu des marchands d'apocalypse qui s'expriment. L'immobilier c'est foutu. Tiens, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est vrai que je l'entends assez souvent. L'immobilier c'est foutu. Il vaut mieux aller sur des choses qui rapportent davantage, etc. Toi, est-ce que tu sens cette forme de défiance à l'égard de l'immobilier ou pas du tout?
Alors, dans chaque crise, il y a des opportunités. Donc, généralement, ceux qui ont de l'expérience, ils savent que c'est un moment pour investir. Que généralement, quand personne veut y aller, c'est le moment où il faut aller. Et c'est là où on arrive à bien négocier. Donc là, aujourd'hui, il y a une crise des taux qui est là depuis un bon moment. Maintenant, les prix, on va dire, se sont tassés et je pense qu'elles sont à un plateau. Ensuite, il y a eu la crise énergétique. Il y a eu beaucoup de changements et ça change encore. Donc voilà, là, il y a aussi un levier de négociation. Il y a encore un levier de négociation pour ceux qui veulent aller sur des passoires énergétiques. Donc, c'est des biens qui sont classés après GIF, excusez-moi. Et après, des biens, on va dire, atypiques. Donc, qu'on peut transformer pour pouvoir créer de la valeur sur les biens. Et après, évidemment, comme on est en crise, il y a moins d'acheteurs. Et il y a moins de gens solvables. Donc, sur les petits biens hyper bien placés, évidemment, il y a toujours du monde. Et là, il y a une toute petite négociation où parfois il n'y en a pas. Et sur des biens où on peut créer de la valeur, là, il y a des belles opportunités aujourd'hui. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'ai jamais autant investi parce que c'est une période pour investir. Il y a des investisseurs aguerris qui nous appellent ou qui continuent. C'est que les primo-investisseurs, ils ont plus du mal parce que ils n'ont jamais passé le cap et ils se disent c'est pas incertain, pourquoi j'irai? Je préfère mettre de côté. Évidemment, ça s'entend, mais voilà, s'il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, qui a jamais investi, c'est le meilleur moment pour investir parce que justement, il y a des bonnes affaires. Quand les taux vont descendre, quand la période sera plus propice, les prix vont augmenter. Donc au final, vous aurez peut-être des taux plus intéressants, mais ça se renégocie déjà un taux. Alors que le prix d'achat, ça se renégocie pas. Une fois que vous avez acheté, c'est fixe et c'est parti pour une durée d'investissement en fonction des conditions bancaires. Ouais, tout à fait. Alors, tu vois, moi, je vais ajouter juste 2 observations par rapport à ce que tu viens de me dire. Tu vas me dire si tu es d'accord, hein, d'ailleurs. La première chose, c'est que, est-ce qu'il y a moins d'acheteurs? Je regardais, il y a encore un quart d'heure avant qu'on se connecte, je regardais la dernière note de conjoncture des notaires, et en fait, on est à 960, la tendance sur 12 mois, c'est 975 000 transactions dans l'ancien, et j'ai l'impression qu'à force qu'on répète qu'on est en crise et qu'il y a moins d'acheteurs, oui, mais les chiffres, c'est pas tout à fait ce qu'ils disent, hein. C'est que le marché, il est quand même assez dynamique fondamentalement. Puis deuxième chose, quand les taux vont redescendre, à condition qu'ils redescendent un jour, parce que alors ça, c'est pas gagné en revanche. On sait pas. Le problème, c'est tant qu'il y a de l'inflation, ça baissera pas. Donc ça, c'est le premier point. La France, faut le savoir, les Français sont accros à l'immobilier, moi compris d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est une valeur refuge, c'est quand même tangible, c'est un actif qu'on peut travailler, il y a des effets de levier. L'effet de levier, c'est uniquement sur l'emprunt bancaire. Il y a d'autres, évidemment, classes d'actifs et l'effet de levier, mais c'est plus limité et plus risqué. Dans l'immobilier, si on achète bien, il y a quand même, je dirais, 15% de chances qu'on fasse une plus-value à la revente sur des temps longs, évidemment, des temps longs, hein. Donc plus 15 ans. Et la France, ça reste quand même le troisième marché européen. Il y a d'abord l'Angleterre, il y a l'Allemagne et après la France. On a des taux fixes, donc ça c'est quand même hyper important de le rappeler, parce que on se plaint sur plein de choses. Évidemment, moi aussi je me plains sur plein de choses, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler qu'on a des taux fixes, ça c'est hyper important. Il y a plein d'endroits où c'est variable, donc je prends un exemple en Angleterre. Ah mais oui. Vous signez un taux pour votre résidence principale en investissement locatif à 4,5, la période n'est pas propice, ça augmente, ça peut monter à 6,7 comme aux États-Unis. Et là, les mensualités, c'est plus les mêmes. Alors, on peut augmenter un peu le loyer, mais ça sera jamais compensé par cette hausse. Alors qu'en France, c'est fixe, les loyers augmentent, faut être précautionneux sur le type de bail, les garanties, etc. Ça, c'est vrai. Mais si on fait les choses dans la règle de l'art, tout se passe bien. Donc, c'est pour ça que nous, quand on va sourcer un bien, on va faire des beaux travaux pour avoir un bon locataire solvable, des bonnes garanties, et après ça suit. Mais tu fais très bien de rappeler cette sorte d'évidence sur les taux fixes, parce que à force de vivre sur des évidences, on les oublie. On a tendance à voir un peu que les choses négatives, alors que il y a des pays dans le monde qui nous envient cette stabilité qui est donnée par les taux fixes. Et puis on le voit bien. Complètement. Et on le voit bien quand on regarde les chiffres qui concernent les investissements immobiliers en France par des étrangers ou des expatriés. Ils continuent d'investir en France, hein, sans aucun souci. Donc ça, c'est bien de le rappeler. Pour la petite histoire, j'ai fait l'exercice d'aller voir ailleurs.
parce que je me suis dit, bon, faut peut-être investir à l'étranger. Donc, j'ai été voir dans plein de pays. Premier problème, il y a beaucoup de pays, il faut mettre 50% d'apport. Alors Ouais. qu'en France, on met 10-15%. Point 1. Deuxième point, la fiscalité en France, souvent on se plaint, mais il y a plein de moyens de pas payer d'impôts quand même. Le LMNP, on a fait nous le retirer, mais il est toujours là. Achat en société, si on fait pas de bénéfices comme une société, bon, on paye pas d'impôts. Et après, il y a des manières de transmettre. J'ai regardé dans plein de pays, c'est pas si évident, en tout cas quand on est français, pas qu'on est résident dans notre pays, mais en tout cas en tant que français. Donc finalement, je suis revenu en France et je me suis dit, bon, bah, faut se rendre compte de la chance qu'on a à toutes ces conditions et j'ai continué à investir en France, malgré la période. Ah mais on est d'accord. Là, tu prêches un convaincu sur ces questions-là. Alors justement, on va essayer d'affiner un petit peu. T'as parlé du LMNP et c'est vrai qu'on a tout entendu sur le LMNP, que là c'était foutu, que les réformes avaient cassé le LMNP. Qu'est-ce que tu sens toi, et tes investisseurs? Est-ce qu'ils fuient le LMNP? Est-ce qu'ils continuent dans cette direction de faire de la location meublée? Alors, dans la période, on va dire chaude, donc c'était en fin d'année, donc décembre dernier, on parlait énormément du LMNP. Bah là, j'avais beaucoup de clients qui m'appelaient et ils me disaient, bon, bah, on va passer sur une SCI. Ils étaient On inquiets. pensait, ça a duré 2-3 mois, je me souviens, de mémoire. Donc pendant 2-3 mois, on était dans un flou. Donc il y en a certains qui ont reporté le projet, d'autres qui n'ont pas fait, et deux sont passés en société. Aujourd'hui, on n'en parle plus. De toute manière, là, on est en mai 2026, on se dirige vers les élections présidentielles. Donc là, je pense que pendant un an, on va pas en parler. Ça va dépendre Oui, des élections l'année prochaine. t'as raison. Ça, on verra. Donc là, pour le moment, je pense que c'est plus un sujet. Et aujourd'hui, le LNP, bah, on en parle à nouveau parce que bah, ça reste un régime fiscal hyper important. Et pour démarrer dans l'immobilier, moi, je trouve que c'est hyper puissant parce que c'est hyper simple à mettre en place. On ne paye pas d'impôts pendant plusieurs années. Donc, c'est un outil formidable pour démarrer. Complètement. Et puis on peut rappeler que ni la loi Le Meur de 2024, ni la dernière loi de finances n'ont touché au LMNP, en tout cas dans sa version imposition au réel. Alors oui, effectivement, il y a eu des aménagements qui sont plutôt des aménagements à la baisse en termes d'avantages fiscaux sur le régime micro, mais en tout cas le réel, on n'y a absolument pas touché, hein, donc il reste tout complètement d'actualité. Là encore, à contrario des discours qu'on a pu entendre ici ou là. Donc tu me Il y a eu un confirmes, petit... En fait, il y a eu un changement majeur. C'est sur la revente. on est À d'accord. l'époque, c'était sur l'amortissement. L'année dernière, ouais. Exactement. À l'époque, en fait, ça a un impact et pas vraiment parce que quand on prend un crédit, ça n'a pas d'impact parce qu'on va s'endetter sur 25 ans. Donc, si on garde l'actif 25 ans, il n'y a pas d'impact. Par contre, si on vend avant 25 ans, là, il y a un impact parce qu'ils vont prendre en compte les amortissements et du coup, on va payer des impôts à la revente. Ouais, et puis un impact qui est relatif parce que si on met d'un côté l'extrême avantage des amortissements qui permettent de pas payer d'impôts ou très peu d'impôts, bon, certes, on va peut-être payer un peu plus de plus-value immobilière effectivement sur une revente au bout d'une 10-12 ans, admettons, mais ça ne met pas à mal l'avantage fiscal dont on a bénéficié par le biais des amortissements. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Là-dessus, on va dire que le solde reste quand même largement positif. Je suis d'accord. Bon, donc, tes investisseurs, ils continuent de faire du meublé, hein, voilà, c'est un peu ce que Tout à j'entends fait. hein, dans ce que tu dis. Et toi, t'as envie aujourd'hui, est-ce que tu as une proportion de ceux qui font de la location meublée et ceux qui font de la location nue? Ah, il y a quand même la majorité qui font du meublé. En fait, quand on va faire des investissements, des petites surfaces, de la colocation, bon, moi, c'est obligatoire de toute manière de mettre du meublé. Airbnb aussi dans certaines zones, quand ça marche. Tout ça, c'est obligatoire de faire du meublé. Donc, je dirais que 80% de mes investisseurs font du LMNP. Et après, quand ils ont passé un seuil, ils passent en société et ils passent sur des actifs différents, immeubles de rapport, locaux commerciaux, mixtes. Et là, on sort du meublé. Mais les primo-investisseurs, ceux qui démarrent, font souvent quand même du LMNP. D'accord. Donc la porte d'entrée, ça reste le meublé quand même pour les Tout à fait. investisseurs aujourd'hui.
D'accord. Donc, on a une proportion qui reste largement en faveur du meublé. Là-dessus, tu ne déments pas. Bon, voilà ce qu'on peut observer ici ou là. Autre question, est-ce que l'on a surtout des investisseurs qui recherchent des biens avec travaux ou est-ce qu'ils cherchent le minimum de confort et le minimum de travaux? Comment tu peux décrire un petit peu, là encore, ce qui se passe avec tes investisseurs? Alors, je dirais il y a deux typologies d'investisseurs. Il y a ceux qui aiment les travaux, donc qui veulent acheter le moins cher possible, créer de la valeur et on va chercher des biens avec des gros travaux. Mais après, ça dépend de l'enveloppe surtout, parce qu'on va s'adapter en fonction de l'enveloppe totale, c'est ça qui est important. Parfois, il y en a qui veulent, mais qui n'ont pas forcément de budget. Donc, on va aller chercher des typologies de biens qui s'adaptent en fonction de l'enveloppe globale, donc 100, 150 000, 200. Et d'autres qui n'aiment pas du tout les travaux, donc qui veulent juste du rafraîchissement. Et là, on peut acheter des biens où il faut peut-être juste changement des espaces ou une petite passoire, mais voilà, avec un peu de travaux énergétiques pour l'améliorer. Donc ça va dépendre vraiment du profil et du budget. Et en fonction de ça, on va s'adapter. D'accord. Et alors, justement, passoire énergétique, parce que c'est un vaste débat, et il est remis un peu sur le tapis, pas tous les mois, mais quasiment, avec des changements concernant le DPE, etc. Alors, D'accord. est-ce que tu as pu observer que tes investisseurs ont fui les biens très mal classés en termes de DPE, ou est-ce qu'au contraire, ils sont allés dessus, se disant, on va faire une bonne affaire, on va faire des travaux pour améliorer notre DPE et louer ensuite? Comment ça s'est passé par rapport à ça? Quand ça a démarré, la loi climat, c'était hyper flou. Et je comprends pas d'ailleurs comment ils ont pu sortir ça parce qu'on comprenait rien. Et ça a changé tous les 4 mois. Donc au début, c'est très compliqué. Il y avait peu d'investisseurs qui voulaient dessus. Et après, petit à petit, quand on a commencé à comprendre comment ça fonctionnait, donc 2 ans après, de mémoire, ça a commencé 21, je crois, la loi climat, dans ces eaux-là en tout cas. Donc il y a 3 ans, là voilà, c'était beaucoup plus clair, même si ça a un peu changé entre-temps, il y a eu des adaptations sur les petites surfaces, sur les interdictions et les calendriers. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont voulu investir dans ce type de projet. Pourquoi? Parce que on achète quand même moins cher. Après, c'est important de budgéter en face des coûts. Parce que parfois, c'est pas grand-chose et parfois, c'est des gros travaux. Il peut y avoir de l'humidité, il peut y avoir quand même tous les murs à isoler par l'extérieur ou intérieur. C'est souvent par l'intérieur parce que c'est compliqué par l'extérieur. Il faut avoir l'autorisation de la copro. Il faut mettre des VMC, changer les chauffages, peut-être mettre une pompe à chaleur, changer les fenêtres. Donc, c'est quand même des travaux assez lourds, il faut s'y connaître, parce qu'on peut rapidement dépasser le budget. Donc, il y a une typologie de clients qui veulent en faire, parce que ils veulent acheter moins cher. Quand on achète moins cher, pour rappel, on paye moins cher aussi les frais de notaire, parce que c'est sur le prix du bien, on va payer les frais de notaire, et pas sur le montant global. Alors que quand on va acheter un bien neuf, donc neuf, on va dire refait à neuf, dans l'ancien, avec peu de travaux, on va l'acheter en haut du panier. Donc, on va acheter plus cher déjà le prix du bien et on va payer aussi plus cher les frais de notaire parce que ça sera sur le prix du bien. Donc, les clients qui ont voulu faire de la création de valeur, et on en a encore beaucoup aujourd'hui, on va chercher des passoires plutôt mal faits et on va créer de la valeur sur ce bien comme ça. On va aussi avoir une typologie de locataires qui cherchent du neuf, confortable sur du long terme. Et on va avoir aussi des meilleurs loyers avec du meublé et du LMNP. D'accord. Quelle philosophie, quelle approche vous avez quand vous êtes face à un bien pour lequel il va falloir engager pas mal de travaux pour en sortie améliorer le DPE? Alors, est-ce que vous faites appel à un expert? Est-ce que vous faites confiance aux artisans directement? Parce que je me dis que l'investisseur, il peut être un peu démuni sur le bien qu'il achète classé d'une telle manière. Est-ce qu'il est certain, en réalisant les travaux qui lui sont préconisés, d'avoir une amélioration du DPE aussi notable qu'il imagine? Comment vous travaillez cette question-là? Alors, nous, quand on va démarrer un chantier, on va prendre en compte le DPE établi par GeoSeeker. Et aujourd'hui, c'est très clair. Il y a tout le cahier des charges à faire pour pouvoir améliorer la note. Donc, et aussi, on a d'expérience maintenant parce que on fait ça depuis plusieurs années, la rénovation énergétique. Nos artisans vont prendre en compte le DPE. Nous, on va aussi se poser.
On va faire un point sur toutes les normes énergétiques à mettre en place pour respecter aussi le budget qu'on s'est établi en amont. Parce que quand on va proposer un bien, il y a nos artisans qui vont passer, ils vont préparer un devis détaillé qu'on va valider avec le client. Donc, dès l'acquisition, le client sait combien il va payer pour ses travaux énergétiques et aussi pour refaire le bien et aussi pour l'ameublement. Donc, ça lui fait un montant global. Dans ce montant global, il y a le devis avec tout ce qui est énergétique et on va prendre en compte tout le cahier des charges et on va dérouler. On va valider évidemment avec l'artisan, le client, et après on va s'occuper de tout le cahier des charges pour avoir un bien refait à neuf qui réponde à toutes les normes énergétiques et avoir aucune restriction, surtout pour louer, parce que c'est important avec le calendrier, qui change un peu maintenant, mais qui est important. Est-ce que, pareil, moi, c'est quelque chose que j'entends souvent, en me disant: «Oui, mais maintenant, c'est foutu, c'est impossible de trouver un bien, pas très cher». On va relativiser le pas très cher, mais pas très cher, dans lequel il y a des travaux, parce que finalement, mais tout le monde est passé, là-dessus, donc les belles propositions, bon, il y en a plus beaucoup. Comment tu réponds à ça? Ça existe encore les belles propositions ou c'est quand même compliqué à les trouver? Pour moi, un projet intéressant, c'est un projet qui s'autofinance. Donc, c'est-à-dire, on met 10-15% d'apport, le reste est financé par la banque et le locataire va couvrir l'ensemble du loyer plus les charges annexes. Charges annexes, donc c'est assurance, taxe foncière, assurance propriétaire et tous les frais annexes. Donc, il y a toujours des opportunités, mais c'est plus dur plus dur qu'avant dans le sens où il faut travailler le produit. À l'époque, des taux à 1%, il suffisait d'aller sur un marché où le prix au mètre carré était à 2005-3000, faire un peu de travaux, mettre le mobilier, c'était autofinancé. Sauf que maintenant, ceux qui ont acheté ces biens-là, ils ont des taux à 1%, c'est génial. Par contre, on a beaucoup qui ont des passions énergétiques. Donc, il faut refaire des travaux. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on achète moins cher. On peut quand même négocier. On a des taux plus élevés, on pourra renégocier. Et on va pouvoir remettre à jour le bien. Donc, avoir un bien attractif sur le marché. Ce qui va permettre d'avoir des loyers plus hauts parce qu'on est attractif, on est meublé et en face, on va avoir un projet qui s'autofinance. Par contre, c'est important dès le début de prospecter des biens où on peut créer de la valeur et l'acheter aussi moins cher. Il n'y a pas toutes les villes qui le proposent. Paris, c'est quasiment impossible d'avoir un projet qui s'autofinance, sauf si on met beaucoup d'apport. Donc, c'est l'apport qui va jouer, mais plutôt du 35% d'apport. Et des villes comme Rouen, des villes du Nord, des villes où on fait des colocations, Le Havre par exemple, d'autres villes de ce type, notamment aussi les immeubles de rapport, on peut trouver de l'autofinancement avec 10-15% d'apport. Donc c'est possible, mais voilà, ça demande plus de travail qu'avant. D'accord. Et pareil, une objection, enfin qui est presque souvent une règle. On entend très souvent, oui, mais quand on veut investir, il faut investir autour de chez soi parce que le marché, on le connaît, etc. Donc, ce qui fait que, par exemple, moi-même étant Dijonnais, bah, ça voudrait dire qu'en gros, voilà, je reste en Bourgogne-Franche-Comté si je veux investir. T'en penses quoi de ça? Est-ce qu'il faut s'interdire géographiquement d'investir à l'autre bout de la France, à 500 kilomètres de chez soi? Quelle approche, là encore, tu as sur cette question? Alors, moi je trouve que c'est dommage de rester dans sa zone de chalandise pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un investissement, donc c'est pas une résidence principale. Donc c'est important de raisonner chiffres en fonction du budget déjà qu'on a, des objectifs et de la rentabilité souhaitée. Donc si on habite dans des zones où le prix au mètre carré est élevé, ça va être quasiment impossible d'avoir un projet intéressant. Deuxièmement, c'est important de diversifier les risques. On a déjà acheté notre résidence principale dans une zone, on ne va pas acheter tous ces investissements autour de chez soi, je trouve ça dommage, parce qu'il peut y avoir plein de changements, surtout aujourd'hui, il y a plein de changements partout, donc c'est important de diversifier les risques. Et en plus, en fonction de la zone où on va investir, on va pouvoir acheter sur des classes d'actifs différentes. Si on veut être investisseur sur le long terme et avoir des projets d'autofinance, il va falloir bouger et chercher des opportunités. Moi, c'est mon cas, par exemple. Je vais un peu partout en France pour investir. Bon, après, on va dire que c'est simple parce que c'est mon métier, je le fais pour Oui. des clients. Ça, c'est vrai. Donc, je triche un peu. Mais j'ai plein de clients
qui habitent loin, donc qui habitent à l'étranger et qui vont investir dans plein de zones différentes en France. Généralement, la plupart des clients, quand ils m'appellent, je vais investir autour de chez moi. Après, on voit le prix, on voit la rentabilité et là, ça bouge. Donc, c'est important pour moi de faire ce travail et d'aller chercher dans des zones où ça fait sens en fonction de la classe d'actifs et des projets qu'on s'est fixés. Oui, donc ne rien s'interdire, en fait. Non, mais rien s'interdire. Ouais, bien. Alors, autre question, parce que on a une petite musique dans certains médias concernant les impayés, le squat, etc., qui est vue par certains comme faut surtout pas aller en immobilier parce qu'on va prendre un risque énorme. Moi, je suis assez partagé par rapport à ça parce que j'aime bien remettre les chiffres en place Bien sûr. et les impayés, oui, mais ils restent minoritaires quand même quand on les ramène au volume global des investissements. Et le squat, c'est encore plus faible. Il y a presque plus de risques à traverser la rue et se faire renverser devant chez soi que d'être confronté à un squat. Bon, alors moi, ce qui m'intéresse là, c'est que avec 600 investisseurs qui ont été accompagnés, tu dois avoir un recul sur cette question du squat et des impayés. Qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que tu as une large part de tes investisseurs qui y sont confrontés ou finalement c'est assez marginal? Et question un peu sous-jacente, comment vous essayez de lutter contre ça? Alors peut-être dans le choix des locataires, dans le montant des travaux, etc. Comment vous travaillez tout ça? Alors, c'est un peu comme dans tous les sujets, quand il y a des problèmes, il y a des gros zooms dans les médias. Évidemment, c'est un problème qui peut arriver et qui arrive, comme dans tout investissement. Si vous achetez des mains en bourse, c'est pas garanti que votre action elle va monter. Et bon, il n'y a pas de gestion à faire, mais rien n'est garanti. Donc, quand on va choisir un locataire, je recommande de passer par des professionnels. Il y a beaucoup de personnes qui le font eux-mêmes. Évidemment, vous allez économiser des frais de mise en location, vous allez le faire à vous-même, mais finalement, chaque étape est un métier. Donc, si vous le faites mal, vous risquez d'avoir un mauvais locataire, d'avoir loupé quelque chose. Donc, il y a beaucoup de propriétaires qui font eux-mêmes. Dans 90%, même 95%, ça se passe bien. Mais si vous avez loupé quelque chose et vous tombez sur le mauvais locataire, ça peut mal se passer parce qu'il n'y a pas les garanties en face. C'est des bons process, vous choisissez bien les locataires, vous investissez dans un endroit attractif, vous n'allez pas avoir ce type de problème parce que vous allez avoir les bons locataires avec les bonnes garanties. Donc, on va déjà réduire le risque. Après, il y a des manières de filtrer les locataires. Si on le fait soi-même, on met son numéro sur Internet, on va devenir complètement fou parce qu'on va recevoir une tonne d'appels. On va se dire, mais c'est impossible. Et entre les agents immobiliers qui vous prospectent, les personnes qui vous posent des questions, les personnes qui vous plantent le jour où vous venez, vous allez vite jeter l'éponge ou vous allez prendre un mauvais locataire, se dire bon allez, j'en ai marre, on avance, il a l'air bon ce locataire. Alors il faut mettre des process. Déjà, si vous le faites vous-même, ne pas mettre son numéro sur Internet, mais juste échanger par un chat. Après, demander des informations en amont. Et après, dans les zones très tendues, vous êtes obligé de mettre tout le monde au même moment parce que sinon, entre les gens qui vont vous planter, les gens qui vont arriver en retard et les gens qui ne vont pas répondre au même moment, vous allez vous déplacer pour rien. Donc vous êtes obligé de créer des pools pour pouvoir trouver le bon locataire et échanger de manière froide chez vous, analyser les documents et pas aller vite. Parce que quand on va vite, parfois on oublie des choses, on ne prend pas les bonnes informations, pas les bonnes garanties. Toujours prendre une garantie quand on prend un locataire. Donc c'est garantie personnelle. Il y a un garant, garantie visale, une garantie externe que vous payez parce que on ne sait jamais ce qui va se passer. Évidemment, ça reste un humain en face, on a l'empathie pour ce qui arrive, mais il faut se rappeler que vous derrière vous avez un crédit, donc il faut se protéger. Donc faut là penser à soi et se dire s'il y a un problème, moi comment je fais pour payer mon loyer. Donc il faut toujours une garantie pour le locataire en face. C'est déjà arrivé chez Investisseurs Anciens. C'était pas nous directement, parce que pour rappel, nous on délègue la gestion, et c'était un gestionnaire de province qui l'a fait assez rapidement, et il n'a pas pris tous les documents nécessaires, donc il a vite fait rentrer un locataire. Il a mal géré. Maintenant, on bosse plus avec ce gestionnaire parce que ça s'est mal passé, et on bosse avec deux gestionnaires. Il y a deux process pour pouvoir gérer toutes les étapes. Donc c'est important de suivre le dossier, de contrôler
et de faire attention à chaque étape. Voilà, c'est très rare. Ça nous est arrivé une fois. Donc c'est quand même assez rare, mais il faut faire attention pour toutes ces étapes. Alors, en fait, tu as vraiment tout résumé, c'est-à-dire que si on fait soi-même un process extrêmement sérieux, détaillé, rigoureux, et puis si on sait pas faire, eh ben on délègue en toute simplicité. Et c'est vrai qu'on est souvent étonné dans les gros dossiers d'impayés que les gens n'ont pas pris de garantie, qui se sont un peu fiés sur la bonne tête de leur locataire sans chercher plus loin, etc. Il y a souvent, alors pas toujours, parce qu'évidemment on peut se tromper aussi, mais Bien sûr. il y a souvent une faille qui est décelée dans le process, effectivement. Parfois, il y a des books, on fait à la va-vite. Souvent, on achète des immeubles. D'ailleurs, souvent, on source des immeubles et il y a des books qui sont mal faits. Du coup, on peut même pas le proposer à nos clients parce que ça veut dire que c'est mal occupé. Donc finalement, c'est pas un bien intéressant. Donc la valeur aussi de votre bien va être en corrélation directe avec vos locataires. Donc c'est hyper important d'avoir un bon locataire pour pouvoir valoriser votre logement et avoir une bonne gestion dans le temps. Alors, on va terminer par une question qui est un petit peu la question difficile. Pour terminer, voilà, par rapport à des investisseurs qui nous écouteraient, qui auraient des projets à venir, quoi les conseils que tu donnerais, là on est en mai 2026, c'est quoi les 1 ou 2 conseils essentiels que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite investir là dans les semaines et les mois qui viennent? Alors, première étape, ça va être définir votre capacité d'emprunt avec votre banque ou un courtier. Parce que si jamais on ne connaît pas sa capacité d'emprunt, on ne sait pas où aller, on peut mal naviguer et on va se tromper. Parce que si vous pensez que vous avez un budget de 250, en fait c'est 180, vous allez perdre du temps et vous allez vous essouffler. Deuxièmement, pour le sourcing de biens, choisir des zones d'investissement où déjà vous vous sentez bien. C'est important d'être à l'aise avec les zones d'investissement. Allez les visiter aussi. Allez vous déplacer. C'est important d'aller rencontrer des gens, d'être sur le terrain. Et après, prévoir ses visites. Donc on prévoit ses visites avec les agents immobiliers. Bon, pas souvent, mais voilà, faut passer du temps. Et après, sur place, vous allez prévoir plusieurs visites. Et enfin, vous rentrez chez vous, vous reposez vos calculs parce que entre ce que vous avez prévu chez vous et la réalité, c'est jamais la même chose. Il y a beaucoup de biens, vous allez voir, c'est plus les mêmes. Donc finalement, vous n'avez pas eu les bonnes informations, aussi bien sur le quartier que sur le bien, que sur les travaux. Il peut y avoir plein d'éléments qui vont changer la donne. Donc, toujours prendre des décisions à froid, tête reposée, peut-être pas attendre 1 ou 2 jours après la visite et tout reposer. Un conseil que je peux donner pour pas se tromper. Aujourd'hui, on a la chance d'être sur un marché stagnant où il y a moins d'acquéreurs. Donc, il y a des opportunités. On peut visiter, on peut prendre le temps de réfléchir. Alors que quand on était sur les taux à 1%, il fallait être très vite. C'était dans la journée, parfois dans l'heure. Que c'est un autre marché. L'immobilier, c'est toujours intéressant. Il faut investir quand on a le temps, quand on est solvable. Donc moi, ce que je pense, c'est investir quand on peut le faire. Parce qu'on a toujours une bonne excuse de ne pas le faire. Bien. Eh ben merci Lior pour tes conseils avisés, pratiques. Et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Eric. À bientôt.